de TV Liberté, bonjour. Nous avons le bonheur et l'honneur de recevoir deux personnes ce matin. Le père Jacques Olivier, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Et Reynald de Séchère, bonjour Reynald. Bonjour Anne. Nous avons, j'ai envie de dire, deux anniversaires à célébrer. Vous avez terminé, Reynald, la restauration, la rénovation, la résurrection de la chapelle Basse-Mère. Et vous allez célébrer cet événement le 13 mai à la chapelle Basse-Mère. Et vous lancez vous invitez les téléspectateurs. On invite ceux qui veulent venir. Voilà. Alors racontez-nous cet extraordinaire travail que vous avez accompli à deux, puisque, monsieur l'abbé, vous avez été aussi sur le chantier. Et pour compléter cette présentation, il faut dire que vous, monsieur l'abbé Olivier, vous êtes de cette famille étonnante qui a installé la statue de Jeanne d'Arc à Bermond. Statue qui a été réalisée par notre ami Boris Lejeune. Tout à fait. Et donc c'était... Et comment était la chapelle quand vos parents s'en sont occupés ? Eh bien, il y a très longtemps, il y a 30 ans, c'était une ruine. C'était une ruine aussi. Voilà, ouais. Il y a aussi une histoire de restauration un petit peu similaire à celle de la chapelle Basse-Mère. À celle de la chapelle Basse-Mère. Je peux dire la même chose, il y a 30 ans, c'était une ruine. Oui, c'est ça. Oui, alors vous êtes venus, on va montrer les photos parce que c'est absolument étonnant. Il reste plus presque qu'un tout petit morceau. Et ce que j'adore, c'est cette histoire. Vous vous promenez avec un vieux curé qui vous dit, quand tu seras grand, Tu la restaureras. tu la restaureras. J'ai 17 ans, je m'en souviens très très bien. Ah, vous aviez 17 ans? 17 ans. Je croyais que vous étiez plus petit. Ah non, j'avais 17 ans et c'était un ami de ma grand-mère, l'abbé Henri Maisonneuve, qui était professeur d'anglais d'ailleurs à l'école Saint-Stanislas à Nantes. Oui. Il parlait l'anglais comme on parlait à l'époque. Hein. Et un jour, je me promenais avec lui, on appelle ça une voyette, on est dans le vignoble nantais, et il m'a dit qu'à droite, il y avait dans le bosquet la première église du village. Complètement couvert de lierre. De lierre et vraiment... Et de ronces. Et de ronces et les arbustes avaient poussé. C'était devenu d'ailleurs une décharge. Hein. Et il me dit, tu sais, quand tu seras grand, tu vas la restaurer. Alors moi, je l'ai regardé en me disant... l'abbé déraille un petit peu parce que j'ai autre chose à faire de ma vie, puisque moi à l'époque... Vous étiez historien, universitaire. À l'époque, à 17 ans, j'étais que scolaire. Oui. Et moi, mon rêve, c'était de partir travailler aux États-Unis, donc ne pas rester localement. Et en fait, les années sont passées. Et j'ai rencontré un homme extraordinaire qui vient de mourir, que nous allons enterrer demain, Jean Meyer. Oui. Et Jean Meyer, qui est malgré nous un homme qui a servi l'armée soviétique, l'armée allemande d'abord, oui. L'armée soviétique, l'armée anglaise. Parce qu'il était alsacien. Et il est alsacien. Hein. Et il avait le même âge que le pape Benoît XVI. Et c'est lui qui m'a sollicité pour travailler sur la Vendée. Hein. Et en fait, le hasard avait fait qu'il était passé par le village de la chapelle Basse-Mère et qu'il avait trouvé là-bas, localement, des documents extraordinaires sur son sujet de thèse qui était la noblesse bretonne. Nous sommes dans les années 50, il n'y a pas l'ISF, etc. Donc les châtelains peuvent conserver leur château et bien entendu leurs archives. Et donc il va tomber sur un châtelain qui va lui expliquer que nous sommes dans un lieu particulier et quand il commence à parler de son identité, eh bien il est très embêté ce châtelain parce qu'il n'ose pas dire qu'il est breton puisque nous sommes dans les Pays de Loire, il n'ose pas dire qu'il est vendéen parce que c'est pas très bien vu à l'époque et il n'ose pas dire non plus qu'il est français parce qu'en fait il se sent avant tout breton et vendéen. Et c'était resté dans la tête de Jean Meyer. Et quelques années plus tard, quelques 30 années plus tard, il me rencontre et il se rend compte que je suis de ce village. Et il me pose la même question. Et là, je lui dis, mais c'est assez compliqué parce que nous sommes dans une transition de territoire, etc. Je suis à la fois breton, vendéen et j'en suis fier, etc. Et c'est là où il s'est dit, tiens, ça serait pas mal de travailler sur la Vendée, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune
thèse de fait sur la nature profonde de la guerre et de la répression en Vendée. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Alors comment travailler ce sujet? Et en fait, c'est tout le génie de Jean Meyer. L'histoire est une science, mais à chaque sujet, ses méthodes. Et en fait, il n'y avait pas de méthode puisqu'il n'y avait pas de matière avant. Et c'est lui qui a eu cette idée de faire ce carottage sur la chapelle Basse-Mer, en se disant, tu es natif du village, donc on va faire ce travail et à partir de là, eh bien, on va essayer de comprendre, notamment s'il y a des archives. Et là, je vais faire ce travail d'autant plus volontiers que je suis dans ma famille, quoi, et que tout le monde me connaît. D'ailleurs, c'est très important parce que quand j'arrive dans une famille, ce n'est pas le propriétaire qui choisit le document à me donner. Il me dit, l'armoire est là. C'est vous, oui, bien sûr. Et donc, c'est moi qui vais collecter. Et on va s'apercevoir, nous sommes dans les années 1980, que la mémoire est vivante. Elle est absolument intacte. Et que les gens me racontent la guerre de Vendée comme si c'était hier. Et d'ailleurs, ils appellent ça la Grande Guerre. Et à cette occasion-là, eh bien, je vais redécouvrir l'église, la première église de la chapelle Basse-Mer. Et je vais me glisser sous les ronces et je vais découvrir ces murs vieux de 1000 ans. Et là, je me dis, c'est pas possible que tout s'effondre, tout disparaisse. Et j'essaie de savoir à qui ça appartient, et avec stupeur, je découvre que ça appartient à ma famille. Parce que à la Révolution française, mon arrière-grand-père est notaire royal, profondément catholique, et ils vont racheter tous les biens du clergé. Ce qui remet d'ailleurs en question la thèse marxiste que les bourgeois ont acheté massivement les biens du clergé pour se faire de l'argent. Localement, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des exceptions. Et ils vont racheter tous qui les biens confirment la règle quand même. Tous les biens du clergé, avec l'idée de redonner ça à l'Église. Et il va se passer un phénomène incroyable, c'est que lorsque les biens des Vendéens vont être nationalisés le 1er août 1793, et qu'on va leur restituer en 95, on va leur restituer simplement les biens propres et non pas les biens qui ont été achetés dans le cadre de la nationalisation. Et donc le notaire, mon arrière-grand-père, va racheter une deuxième fois cette chapelle avec toujours l'idée de la redonner à l'Église, et c'est ce qu'il fait. Il va la redonner à la paroisse, et lorsqu'il y a les nationalisations de 1797, il va racheter une troisième fois pour mettre ça en concession à l'Église. Autrement, la chapelle aurait été renationalisée en 1905. Donc, ma famille l'a acheté 3 fois. Et bien entendu, ce bâtiment est tombé en ruine. Et donc, je découvre, ça appartient à mes cousins, et je vais les voir, ils sont 11, et je vais mettre 17 ans avant de pouvoir racheter ça, parce que certains étaient plutôt réservés, et ils m'ont vendu ça 1 franc. Vous voyez, donc c'était pas très cher, c'était très honnête. Et puis après, on s'est dit, il faut la restaurer, et avec Monsieur l'abbé, entre autres, on a et beaucoup de jeunes. Alors, sur 30 ans, il y a eu plus de 2000 jeunes qui sont venus du monde entier. On a eu des Asiatiques, on a eu des Anglais, des Russes, des Polonais, des Irlandais, etc., qui ont participé à cette œuvre qui avait 2 objets, en fait. Premièrement, restaurer et reconstruire. Parce qu'on va voir que vous avez... Et deuxièmement, d'initier ces jeunes à au patrimoine, etc. Et au respect du patrimoine. Et on les a après renvoyés un peu partout. Et quand je traverse la France et même l'Europe, je vois ici et là des jeunes que j'ai formés qui sont très sensibles au patrimoine et qui se battent pour les églises, etc. Donc c'est une belle aventure humaine. C'est une extraordinaire aventure humaine, et on va rentrer dans le détail parce que j'ai eu la chance d'aller à la chapelle Basse-Mer, et vous aviez déjà reconstruit le cloître. Alors qu'est-ce que vous avez découvert qu'il y avait en fait une abbaye avant ? Alors, nous sommes à la frontière brito-française. Je rappelle toujours que les Bretons sont devenus français le 4 août 1789 avec l'abolition des privilèges, puisque c'est un statut très spécial, le statut de la Bretagne. Ce n'est pas une annexion, c'est une union, dans le respect des droits réciproques. Bien.
Et la chapelle Basse-Mer, chapelle dédiée, consacrée à la Vierge Marie. Et la relique majeure localement, c'est un morceau du voile de la Vierge, morceau qui a été brûlé par les colonnes infernales. Et en 1848, le curé recteur de la chapelle Basse-Mer a sollicité la cathédrale de Chartres pour que la cathédrale puisse lui donner un petit morceau. Et ce petit morceau appartient toujours au trésor de l'église de la chapelle Basse-Mer. Et cette église a été construite par les moines de Marmoutier sur les terres du seigneur Bassamarus, qui est un grand seigneur breton et qui accepte de donner, excusez-moi l'anachronisme, quelques centaines d'hectares à ce premier prieuré. L'origine de ce premier prieuré est très clair, c'est-à-dire ça correspond à une contre-offensive de la part de Rome pour lutter contre l'Église irlandaise qui est en train d'arriver à l'ouest. Et pour ce faire, Rome va s'appuyer sur les grandes abbayes, Marmoutier, oui, qui vont essaimer à travers d'autres grands abbayes, ça donne l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, et une addition de petits prieurés, ça donne la chapelle Basse-Mer. Mais pourquoi lutter contre les Irlandais? Parce que c'est pas les mêmes traditions liturgiques, etc. Oui. Et donc il y a une forte opposition, contradiction dans la liturgie. Donc voilà, donc la chapelle Basse-Mer, c'est un prieuré fondé par les moines de Marmoutier. Lorsque il y a eu cette fondation, on va structurer tout le pays par rapport à ce prieuré. Puis après, il va y avoir un échange de terres avec le chapitre de la cathédrale de Nantes. Les moines vont partir ailleurs. Et en fait, cette chapelle va devenir église avec les fonds baptismaux, etc. Ce qui me permet de faire d'ailleurs un aparté, parce qu'il y a quelques 10 ans, nous avons vu venir sur le chantier une dame d'un certain âge, qui nous dit qu'elle venait de la part de l'abbé Henri Maisonneuve avec, dans le cadre de son testament, la restitution de la cuve baptismale. Alors j'étais un peu surpris parce que l'abbé était mort depuis 30 ans et je ne comprenais pas le rapport entre le testament oral et la cuve baptismale. Et il m'avait dit, mais je vais mourir, j'ai toujours cette cuve que j'ai prise en 1940 pour la sauver, et tu vas la donner plus tard à ce petit garçon que tu vois là-bas, parce qu'il aura restauré la chapelle. Génial. Donc il a été logique jusqu'au bout, et donc pour protéger et pour mettre en honneur cette cuve baptismale, nous avons fait une crypte spéciale sous la chapelle. C'est vraiment une histoire à l'intérieur de une petite histoire à l'intérieur de la grande histoire. C'est ça la chapelle, c'est alors fantastique. Vous ne m'avez pas posé la question pourquoi je resterai la chapelle, pourquoi j'inaugurais la chapelle le 13 mai. Oui. C'est une date importante parce que j'ai racheté ça à mes cousins le 13 mai. Oui. Et 13 mai 92, et quand j'en ai eu la pleine propriété, je me suis mis devant la chapelle en ruine et envahie par les broussailles, et je l'ai confiée à la Vierge de Fatima. En disant, Sainte Vierge, je vous confie cette chapelle, vous la prenez en charge et vous en faites ce que vous voulez. Et ça donne le résultat que nous connaissons. Et j'avais demandé à la Vierge de nous protéger. Nous n'avons jamais eu le moindre accident sur ce chantier pendant 30 ans. Oui, ce qui était en effet un risque. Ce que je trouve magnifique, c'est la sobriété de la... Vous aviez des plans, comment est-ce que vous avez... Alors, il y a toute une partie donc qui a été reconstruite. Alors, il y a 3 choses en fait. La chapelle proprement dite, elle était en ruine. Il n'y avait plus que les murs, et les murs qui se disloquaient parce que nous sommes dans le cadre de murs romains. Oui. C'est-à-dire qu'on construit des parements et on remplit le centre de terre. De paille, etc. Donc, ce sont des murs romains qui sont extrêmement fragiles, d'autant plus qu'il n'y avait plus de toiture, dont l'eau, en coulant, a emporté la terre. Et puis, bien entendu, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il y a eu des plantes absolument détestables qui se sont installées, parce qu'elles font tout éclater. C'est le lierre, notamment, qui joue un rôle criminel pour les bâtiments. Et donc, notre premier chantier
a été de faire l'audit du bâtiment. Alors je vais utiliser des mots d'architecte. D'abord, voir jusqu'où il fallait démonter les murs, comment faire les cicatrisations, etc. Et donc, notre premier travail, et vous étiez là, monsieur l'abbé, a été de démonter, d'écrêter la chapelle et ensuite de la reconstruire. Alors malheureusement, non seulement le bâtiment était fragilisé, mais toutes les parties supérieures s'étaient effondrées. Et nous n'avions pas de documents suffisamment précis pour restaurer en l'état, comme c'était, le bâtiment. Et heureusement, on est toujours servi par la Providence dans ce cadre-là. J'ai trouvé une photo qui a été prise à la fin du 19e siècle par un médecin local, le docteur Renoul, et exactement ce qu'il nous fallait pour reconstruire au détail la porte principale et toute la fenêtre supérieure et bien entendu le campanile. Et d'ailleurs, on m'a restitué la cloche qui avait été prise dans les années 1840 et qui était à l'école privée, et on a fait un échange de cloches. Vous savez, on a absolument tout récupéré. C'est inouï, le temps long est extraordinaire. Chez les gens respectueux, il arrive toujours un moment où ils vont rendre ce qu'ils ont pris pour le protéger. C'est une histoire fabuleuse, cette histoire. Un autre exemple, il y avait la statue de Saint-Pierre et Essien, puisqu'elle était dédicacée à Saint-Pierre, et qui avait été retirée par mes ancêtres pour la protéger. Elle avait été décapitée à la Révolution. Et quand j'ai acheté la chapelle, le propriétaire qui gérait cela m'a dit, le premier cadeau que je te fais, c'est la restitution de ce Saint-Pierre qui a 1000 ans. Qui est vraiment Saint-Pierre-aux-Liens, donc on voit les chaînes. Et il est toujours décapité. Il faut que je la refasse faire. Il faut que vous la fassiez faire. Et donc, petite intermède, il y a une église, une petite chapelle faite dans la région de Bordeaux, sur un vignoble, des riches bordelais qui ont fait leur petite chapelle. Elle était en très mauvais état, elle a été restaurée, on nous la présente dans une émission type Des racines et des ailes. Ils ont tout restauré. Les couleurs des fresques, c'est absolument ravissant. La statue de la Vierge reste décapitée. C'est quand même marrant, hein. C'est honteux. Il pouvait très bien refaire une tête. Pourquoi garder c'est très choquant. Oui, et en même temps, ça montre la violence révolutionnaire. Oui, c'est instructif, c'est pédagogique. Vous avez raison. J'ai un musée à Plouarnel, et on avait trouvé sur une plage un squelette d'une jeune femme qui était morte, le fémur brisé, lors du débarquement de Quiberon. Ah oui. Et lorsque la gendarmerie a donné, et le maire a donné le squelette au musée, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce que on la met comme une relique, un reliquaire, ou est-ce qu'on l'enterre? Et j'ai préféré, moi, faire un reliquaire pour montrer, pour honorer, d'ailleurs, quand les gens viennent dans le musée et que je suis là, je n'hésite pas à solliciter une prière pour cette femme. Oui, vous avez raison. Donc, c'est deux écoles. Ce sont deux écoles, ça se défend. Moi, j'ai du mal à... Dans l'esprit de l'architecte du patrimoine, ça n'est pas en vue d'édifier et de faire comprendre ce que c'est. Elle est décapitée, tant pis pour elle. Et on la laisse comme ça. C'est plutôt comme ça que je le sens, si vous voulez. Parce que c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Il y a des tas de façades d'église où les statues ne sont pas... Alors c'est l'objet d'un débat. N'ont pas retrouvé leur tête. C'est l'objet d'un débat. Oui, mais si on refait tout le reste, je ne vois pas pourquoi on laisse les décapitations. Si vous voulez, Alors pour revenir à la chapelle, donc une fois qu'on a restauré la chapelle,
les jeunes qui étaient là, ils passaient un mois merveilleux au sein Ils voulaient continuer. Et oui, ils voulaient continuer en disant nous, on est heureux comme tout à la chapelle. Vous vous souvenez du temps, c'était extraordinaire. Quand on faisait un séjour, on n'avait pas envie de rentrer chez soi. Puis la liberté. Et c'est en fait un descendant de Jacques Cattelino, qui est devenu prêtre d'ailleurs, curé de la cathédrale de Gap, Dominique Malmeza, qui a eu cette idée de construire un ensemble à partir d'un cloître et de salles d'exposition. Et lorsqu'on va fouiller le sol, on va découvrir les fondations du prieuré. Et notamment les trous correspondant aux colonnes de bois du cloître. Et c'est là où on va se poser des questions sur la nature première du bâtiment. Jusqu'au jour où on voit un paysan qui vient nous voir, alors qu'on est en train de fouiller, et qui nous dit « Vous restaurez le prieuré ». Alors on l'a regardé, pourquoi vous parlez de prieuré? Mais il dit oui, parce que c'est une prieuré. D'ailleurs, le champ autour s'appelle la moinerie. Ah oui. Et on n'avait pas fait le rapport. Oui. Et il me dit, de tradition familiale, on appelait ça toujours le prieuré. Et en fait, on s'est dit, on n'a pas, évidemment, tout est en bois à l'époque, on est dans les années 1000, on s'est dit, on va reconstruire ce prieuré, et on a fait des plans. Évidemment, on lui a donné un volume, une dimension, etc., par rapport à un projet qu'on avait. Et lorsqu'on a sollicité la mairie pour obtenir les permis de construction, la mairie s'y est opposée, sous prétexte que le PLU, à l'époque c'était le PLU, n'autorisait pas la construction puisque c'était des terrains agricoles. Et moi je suis juriste, j'ai étudié le droit urbain et je me suis rendu compte qu'on pouvait construire ce qu'on voulait dans les sols. Et donc, persuadé que j'étais qu'un jour j'aurais les permis de construire, eh bien, j'ai commencé à faire une addition de cryptes, de galeries, et en me disant ça correspond bien à la période révolutionnaire de l'église clandestine, souterraine, on m'autorise pas à construire au-dessus, donc je vais construire en dessous. Et on a fait comme ça des Vous êtes quand même du genre très coriace, Reynald. Et alors on est toujours servi par la Providence. Et un jour, il y a un vieux paysan qui vient me voir en me disant « Reynald, écoute, dans une de mes fermes, j'avais comment dire, là où on dépose, le calice, un tabernacle qui avait été creusé par le recteur clandestin pendant la Révolution, et le mur va s'effondrer. Est-ce que tu pourrais le sauver? Et j'y tiens. On vient régulièrement prier devant. Et je me suis dit, on va aller le sauver. Et moi, j'avais fait pas mal de fouilles quand j'étais adolescent, donc j'avais les techniques pour le faire. Et on l'a transporté dans la partie souterraine, et on a fait une crypte spécialement pour ce tabernacle. Qui est très émouvante, cette crypte. Et c'est d'autant plus émouvant qu'il a été brûlé par les colonnes infernales en 1794, en mars 94, et il est resté tel quel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce tabernacle qui a été creusé dans le mur et orné en bois, eh bien, a été brûlé hier. Et donc, ça donne une petite chapelle où on peut dire sa messe à l'écart de tous les mouvements. Et donc, on a reconstruit avec des dimensions autres, le prieuré, mais cette fois-ci en dur. Et comment vous avez réglé ce problème juridique? Le maire a fini alors, il y a la subjectivité et l'objectivité. Sachez qu'on a obtenu le permis de construire, on s'est battu 20 ans. 20 ans. C'était toujours le même maire, j'allais le voir régulièrement, et régulièrement il s'opposait au déclassement du terrain. Et pour des raisons, vous avez cerné ces raisons? Je ne vais pas entrer dans ce genre de débat, il est mort en plus. Donc un jour il nous a dit qu'il nous accorderait ce permis. Alors je voulais faire un immense ensemble muséographique, et malheureusement la commune s'y oppose, donc malheureusement on s'arrêtera là. C'est déjà pas mal. C'est déjà une très belle œuvre, et alléluia.
Alors, c'est le moment de rappeler, pour ceux qui seraient nouveaux à TV Liberté, qui ne vous connaîtraient pas, Reynald Secher, que vous êtes l'auteur de ce livre célèbre, Le génocide franco-français, la Vendée vengée, et plus récemment, Vendée, du génocide au mémoricide. C'est publié au Cerf. Et ce sont des livres extrêmement importants à lire parce que vous êtes quand même l'un des premiers à avoir mis les pieds dans le plat et accusé la République de ces vilains agissements. Oui, alors avec le recul, c'est assez curieux que personne, jusqu'à moi, se soit posé la question de la nature de la répression en Vendée. Ouais. Hein? Ça, je dois dire que... Alors, il y a quand même eu des livres d'historiens, il y a quand même eu des récits d'historiens. Oui, certes, on racontait les choses, mais on limitait le rapport dans le cadre d'une guerre civile, d'une guerre franco-française. Ouais. Or, la Vendée, c'est pas ça. La Vendée, c'est la première et dernière fois d'ailleurs, que l'État souverain, le peuple souverain, décide en conscience partagée l'extermination d'une partie de lui-même, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Hein. Et d'ailleurs, Lénine, lorsqu'il va venir étudier ça en Vendée, a parfaitement compris la nature de la chose. Stéphane Courtois a sorti un bouquin il y a 3 ans sur Lénine. Il a rappelé cela, parce que pour Lénine, la Vendée, c'est un symbole. Et d'ailleurs, tous les lieux à exterminer, à anéantir, il appelle ça Vendée. Ça sera repris par Staline, bien entendu par Hitler, etc., Pol Pot, Ho Chi Minh, etc. Mais le modèle matriciel, c'est vraiment la Vendée. Ce qui est assez terrorisant, c'est qu'il y a toujours des gens pour prévoir l'élimination de toute une partie de la population encore aujourd'hui. C'est écrit dans les livres de certains. C'est écrit dans le livre de M. Schwab. Oui, absolument. C'est pas la peine de nous traiter de complotistes, c'est écrit. Donc c'est une belle continuité. Oui, on retrouve toujours les mêmes mots, les mêmes concepts. Celui qui n'est pas ce que je veux qu'il soit doit disparaître de la surface de la Terre. On en fait un non-citoyen. Celui qui est inutile, celui qui est inutile doit disparaître au profit des autres qui sont utiles. Et on y est. On y est. Alors c'est pour ça justement, c'est important de rappeler les choses, parce que l'État central en France, mais on voit ça dans d'autres pays, a une tendance naturelle à gommer l'histoire, à faire un acte de mémoricide. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'à Nuremberg, on ne se soit pas posé sur cette 4e dimension de la mémoire. Qui sait, par exemple, qu'on a tué les catholiques parce qu'ils étaient catholiques sous Lénine, Staline ou Hitler. Ça y est, c'est gommé, cela. Oui. Les débiles mentaux, etc. Et on a réduit ça à quelques exterminations. Vous savez bien que le communisme jouit encore d'une aura extraordinaire, et donc tout ce qui... le communisme a travaillé pour le bien des peuples, de même que la Révolution est encore célébrée, et elle a été faite pour encore une, j'ai envie de dire, pour notre bonheur futur. Vous voyez, quand on aborde ce genre de questions, moi je suis souvent sollicité par les pays de l'Est, la Pologne, la Roumanie, etc., pour les faire réfléchir, pour les arrêter par rapport à l'évolution de l'histoire, au nettoyage naturel de l'histoire. Et un peu partout, dans les anciens pays de l'Est, on est en train de réfléchir, on arrête, pour savoir comment on pourrait maintenir la conscience et les faits historiques. Et à la Chapelle-Bassin, pour y revenir, c'est ce qu'on va faire en fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'en Vendée militaire, il n'y a aucun mémoire, aucun mémorial pour la Vendée militaire. Il y a bien, grâce à Philippe de Villiers, un mémorial au Luc sur Boulogne, qui concentre la mémoire locale. Il faut parler du pèlerinage, d'ailleurs. Il va y avoir un pèlerinage au Luc sur Boulogne. Luc sur Boulogne. Où vous pouvez aller, chers amis de TV Liberté, si vous habitez la région. Et donc, à la Chapelle-Basse-Mer, à partir de cette restauration et reconstruction, nous allons faire un mémorial
des guerres de Vendée et de l'extermination. Et d'ailleurs, dedans, on a une fresque de 60 mètres de long qui raconte dans sa cruauté tout ce qui s'est fait. Visuellement, on voit tout, hein, y compris le viol des corps morts des femmes. J'ai tenu à le mettre pour que les gens se rendent compte de l'énormité de ce qui s'est passé. On a fait travailler un certain nombre de sculpteurs. Je pense à Daphné du Barry, sculpteur immense. Merci d'en parler, parce que Daphné du Barry sera présente à votre inauguration. Et vous lui avez demandé un groupe. Alors, je vais demander deux choses. Oui. La première, c'est de réaliser une statue en l'honneur du prêtre réfractaire, le recteur Pierre-Marie Robin. Oui. Il y a peu de statues qui honorent les prêtres clandestins qui ont permis l'entretien de l'esprit, de la foi. Oui. Et puis, on parle beaucoup des anneaux de la mémoire à Nantes, mais on ne parle pas des noyades à Nantes. Et donc, on a érigé, j'ai demandé à Daphné de nous réaliser une immense statue sur les noyades de Nantes. Et puis... Et on voit, il faut parlez-en parce que c'est quand même magnifique. On voit une barque qui est en train de couler, un homme qui est en train de se noyer, qui tend la main pour sauver un enfant au-dessus des eaux et qui le tend vers une femme. Alors c'est un peu plus complexe que ça. Allez-y. Il tend la croix. La croix. Oui. Et dessus, comment dire, au devant de la barque, vous avez la femme, parce que c'est elle qu'on veut exterminer prioritairement. C'est ça, on veut exterminer le sillon producteur et l'enfant, car en passe de devenir futur brigand. Et elle tend vers le ciel l'enfant. C'est la Vierge et le Christ en même temps. Et je tenais, à travers ces dimensions, de rappeler la nature profonde. Et d'ailleurs, ça peut choquer certains, tout le monde est nu. Parce qu'on noie les gens nus. Parce qu'on va jusqu'au bout de la logique. On prend leurs vêtements parce qu'on doit, grâce à la vente des vêtements, payer leur exécution. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, plus loin, et on verra ça dans les fresques, on va jusqu'à dépioter les gens pour récupérer la peau pour en faire des vêtements. J'ai fait peindre ça sur les fresques. On va jusqu'à faire fondre les corps pour en récupérer la graisse, etc. Qui a fait les fresques ? Elles sont faites, les fresques. C'est un Américain qui nous a fait cela. C'est d'une beauté extraordinaire. Il habite la région ? Alors, non, il habite... l'histoire, je peux vous la raconter en quelques secondes. J'avais vu une fresque comme ça dans un Super U, là où j'ai le musée à Plouarnel. Et puis, j'avais sollicité le propriétaire pour savoir qui avait fait cela, parce que je me disais, c'est ça qu'il me faut. Oui, et en fait, il n'avait plus la mémoire de cela. Et je suis venu avec une paire de jumelles. Et pendant 3 heures, j'ai déambulé dans le magasin pour essayer de trouver une signature. Et je ne trouvais rien. Sinon, le nom d'un bateau. Et je me dis, c'est peut-être le nom de l'artiste. Alors, je suis sorti du magasin et j'ai pianoté sur mon téléphone et c'était lui. Et en fait, il habitait tout près de l'abbaye où je fais mes retraites à Noël, l'abbaye de la Grâce. Il habitait à quelques 10 kilomètres et je suis allé le voir et il me dit, c'est un sujet extraordinaire, je vais vous le faire. Donc, ce bâtiment va tourner autour de la beauté des bâtiments, de la beauté religieuse, etc. Et puis, d'œuvres d'art, comme celle réalisée par Daphné du Barry. Il y a des sculptures des grands chefs. Et le nom du fresquiste, comme on dit, du peintre Proti. Et les fresques. Et là, on est en train de réaliser, de préparer les vitraux. Alors, ce sont des vitraux vendéens, c'est-à-dire que ce sont des vitraux historiques qui sont déposés dans des lieux religieux pour faire acte de mémoire. Si vous allez en Vendée, je fais des voyages avec Valeurs Actuelles et Ictus. Chaque année, j'en fais 3. Et on raconte pendant 3 jours, à travers notamment
l'art des vitraux, l'histoire de la Vendée militaire. Mais ils vous sont donnés parce qu'ils ont été déposés dans des églises en ruine ou... Non, après. C'est un art tout à fait spécifique à la Vendée. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, non, ma question c'est comment, d'où viennent ces vitraux? Ah ben ils sont faits. Vous voyez, par exemple, ils ont été faits pour l'occasion. Pour l'occasion, par exemple, là, ça me permet d'ailleurs de faire un appel. On a le projet de réaliser 4 vitraux. Ça coûte 50 000 €. Hein. Ce sont des grosses sommes. Hein. Oui. On fait faire ça par des experts en la matière, une société. Et dans l'esprit de ces vitraux. Absolument. De ces vitraux qui racontaient l'histoire. Voilà. Et donc, ça me permet de lancer un appel. On a lancé une souscription, chez D'Artagnan, là. Ouais. Et ça va permettre de réaliser ces vitraux qui vont relater des pans d'histoire. Donc, ça va s'intégrer. Et ce que je voulais faire, justement, quand on raconte par la fresque et par la sculpture le drame de la Vendée, sur le vitrail majeur, je veux qu'on représente la Vierge Marie pleurant des larmes de sang. Voyez. Et donc j'ai ça en tête. D'ailleurs, je reprendrai le visage de la Vierge de Pontmain, auquel je dois beaucoup. Hein, et je veux à travers ce vitrail, on voit la détresse de la Vierge qui voit son peuple se faire massacrer pour elle. Donc c'est ça que je veux montrer. Et vous avez raison. Le vitrail est fait pour enseigner, pour montrer, pour faire prier. Ce que n'a pas très bien compris la cathédrale de Metz, qui vient de confier à une artiste coréenne, certainement très talentueuse, qui va faire des vitraux avec juste un dégradé de couleurs. Vous savez, les nuanciers chez les peintres. Eh bien, elle fait ça. Mais quel est le rapport avec la cathédrale? Quel est le rapport avec la foi? Rien. D'ailleurs, elle le dit, je ne suis pas de votre culture, je ne suis pas catholique, mais pourquoi choisir une artiste comme ça? Il faut savoir que l'enseignement, monsieur l'abbé, si je dis une erreur, n'hésitez pas à me corriger, l'enseignement se faisait par l'image. Par l'image, bien sûr. Par l'image. Et le vitrail est une forme d'image. Évidemment, traditionnellement, dans les églises, ce sont des images religieuses qu'on va à Chartres, etc. Ça raconte la vie du Christ ou je ne sais pas quoi. Bien sûr. Là, en Vendée, très tôt, dans les années 1870, on va prendre ces vitraux et on va raconter. Si vous allez, par exemple, dans la grande église des Lucs sur Boulogne, vous avez toute l'histoire du prêtre réfractaire qui est racontée à travers une trentaine de vitraux. À la chapelle Basse-Mère, dans l'église, nous avons consacré les 2 vitraux à l'histoire du prêtre réfractaire, le recteur Pierre-Marie Robin. Très bien, vous avez tout fait parfaitement, Renate, c'est cher. Et nous serons à vos côtés le 13 mai. Alors, quelques détails. À combien de kilomètres, combien d'heures faut-il pour aller de la capitale, par exemple? Alors, la chapelle Basse-Mère, la mairie, je suis en procès contre elle, a changé le nom. Hein. On trouvait ça trop religieux et trop historique, n'est-ce pas? Et on lui a donné un nouveau nom complètement absurde, Divat-sur-Loire. Divat étant une rivière morte qui séparait la Bretagne de la France. Et sur Loire, là où on a exterminé une partie de la population, je crois que c'est le seul cas que je connaisse d'un lieu qui donne comme dénomination l'arme qui a servi à exterminer une partie de la population. Ils ne savaient peut-être pas, vous savez, ils sont innocents. Oui, enfin, j'ai écrit. Et c'est assez curieux, je rappelle toujours, c'est comme si on appelait Israël Buchenwald sur mer Morte. C'est quelque chose d'absolument atroce. C'est ce qu'on a fait localement. Et donc, c'est sur la rive gauche, entre Nantes et Ancenis. C'est à 11 km de Nantes, sur la rive gauche. Hein, il faut traverser 11 km de Nantes, combien de kilomètres de Paris? Alors, de Paris, ça doit être quelque chose comme 354 de mémoire. D'accord, 354. Il y a plein de gîtes tout autour. Oui. C'est facile à trouver. C'est pas la période des grandes vacances. Donc il suffit de nous téléphoner. Et alors, de s'inscrire. La fête commence à quelle heure? Alors, la fête va être parrainée et ils seront présents
par Philippe de Villiers, qui va inaugurer l'ensemble. Le prince Charles de Bourbon de Parme, qui sera... Quelle heure? Et l'abbé de la Grâce qui vont inaugurer. L'abbé de la Grâce, oui, le père abbé, le père Emmanuel, les trois entités. Et ça va être, la messe sera à 15h et l'inauguration aura lieu vers 17h30. Après, il y a un cocktail. Après, il y a un repas. Après, il y a Patrice Martineau qui va nous faire un concert. Oui. Et puis, ça va se terminer par un feu d'artifice avant d'ouvrir ses portes aux touristes. Bien, c'est une fête somptueuse et nous nous réjouissons à l'avance. Et pour prévenir il faut s'inscrire? Il faut absolument s'inscrire. Et donc, il faut aller sur les sites Mémoire du Futur, c'est l'association qui gère Mémoire du Futur. Et on vous indique précisément les choses. Si vous ne trouvez pas, il y a un téléphone et on va toujours vous répondre. Merci beaucoup, Reynald Secher, et bravo pour cette très belle œuvre, puisque pour cette résurrection, c'est toujours extrêmement émouvant. Si je peux me permettre, on n'a jamais bénéficié d'un centime de subvention. Hein. C'est-à-dire que ce que vous verrez est dû au travail des bénévoles, comme vous, Monsieur l'abbé, 2000, mais aussi à la générosité des individus ou des entreprises. Mais vous êtes libre. Je suis libre. Sans subvention, on est libre. Et n'hésitez pas à nous aider encore. Et notamment, je veux créer un centre de documentation. Donc, ne jetez pas vos livres. Donnez-les-nous. Et notamment les livres concernant la Révolution, la contre-révolution, etc. Je veux faire un centre de documentation. Encore merci et encore bravo, Reynald Secher. Alors, on va vous retrouver dans une prochaine émission, tous deux, Monsieur l'abbé Olivier et Reynald Secher, puisque vous avez l'un et l'autre écrit l'un une bande dessinée sur Jeanne d'Arc et l'autre un beau livre qui s'appelle Le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc, et c'est édité au Cerf. Donc, à très vite. Chers amis de TV Liberté, à très bientôt.